À quoi tu penses, une émission proposée par Marion Richer et Antoine Amrel et réalisée dans les studios de RCF Sarthe par Mathieu Goualard. Alors, nous commençons aujourd'hui une nouvelle série d'émissions autour de la question du mythe. Pourtant, avant même d'essayer de voir comment ces récits constituent des puits de sagesse auxquels nous venons régulièrement nous abreuver, afin de trouver des réponses à nos interrogations contemporaines, il nous faut tout d'abord explorer le langage symbolique dont les mythes sont constitués. Pour cela, nous suivrons dans cette émission le travail d'Erich Fromm. Il sera notre guide pour appréhender ce langage symbolique qui possède une grammaire et une syntaxe spécifiques avec lesquelles il convient de se familiariser. Comme je le disais en introduction, notre fil d'Ariane pour cette émission et pour une partie de la suivante sera l'ouvrage d'Erich Fromm intitulé « Le langage oublié, introduction à la compréhension des rêves, des contes et des mythes ». Alors Erich Fromm est un philosophe, sociologue et psychanalyste d'origine allemande qui a fait paraître l'ouvrage en 1953. Une petite remarque aussi avant de commencer, on voit que le sous-titre même de l'ouvrage regroupe 3 constructions différentes que sont le mythe, le conte et le rêve, et qu'il leur attribue donc un langage commun qu'il appelle le langage oublié. Donc il ne faudra pas s'étonner si au cours de l'émission on passe allègrement du conte au mythe et au rêve. Alors si la psychanalyse s'est efforcée en fait d'exploiter la puissance des mythes et si les philosophes s'y replongent régulièrement, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, on peut se dire que mythes, contes ont plus souvent des fois rapport avec l'enfance. Tout à fait, Erich Fromm commence son texte par un constat que le mythe, déjà encore aujourd'hui, on soupçonne parfois que ça a une forme de sagesse, mais c'est aussi très bizarre. Très farfelu. Très farfelu. Les contes, alors là, clairement, les contes, c'est vraiment réservé aux enfants. Mais alors les rêves, là, on est perdu, on ne sait plus. D'ailleurs, souvent, c'est un matériau c'est paradoxal et génial. Il est quotidien, tout le monde le possède, et pourtant, on ne s'en occupe pas, ou très peu de personnes consignent leurs rêves ou tâchent de l'interpréter. Et Erich Fromm commence son magnifique texte par ce constat. C'est un matériau qu'on ne prend pas au sérieux, et alors il donne une raison. En fait, ça nous met profondément dans l'embarras. On ne sait pas comment réagir, on raconte son rêve, on le trouve absurde, on se sent un peu bête, on ne comprend pas la cohérence ou la signification de ses rêves, donc on finit par les évacuer de façon tout à fait négligente. Alors que il faudrait, selon Erich Fromm, profondément s'étonner de la beauté de ses rêves et apprendre à les décrypter. C'est pour lui presque un devoir moral d'interpréter ses rêves. Il écrit en reprenant une phrase du Talmud, un rêve qu'on n'interprète pas, c'est comme une lettre qu'on n'ouvre pas. Donc il nous est adressé des missives qui possèdent un sens profond et on fait comme si on n'ouvre pas ces lettres. Donc on vient de voir que le rêve est parfois un peu bradé dans l'usage et de la compréhension que nous en avons ou que nous en faisons. Alors il pourrait être intéressant de savoir comment Erich Fromm, justement, lui, définit le rêve. Qu'est-ce que le rêve selon lui, en fait ? Alors il est bradé au même titre qu'à la dimension à laquelle il appartient, comme le conte et comme le mythe, c'est-à-dire à une expression de la vie intérieure. En fait, si on avait plus d'accès à notre vie intérieure au sens large, plus d'intérêt pour notre vie intérieure, on s'intéresserait ardemment à ce matériau-là qui en donne les clés. Or, le problème, et c'est là où on comprend ce que c'est qu'un rêve pour lui, c'est qu'on a vraiment l'humanité, l'humain a vraiment 2 dimensions. Une dimension qu'on connaît tous, la vie du jour, le jour de la vie de la veille, où on est sollicité par le monde de l'extérieur, on est régi par des soucis de l'espace et du temps.
ce qui pour lui est une forme de distraction parfois, et un monde intérieur qui possède ses lois et sa vérité propre. Et donc un rêve, il explique le rêve en l'affiliant à un régime de conscience, qui est celui du sommeil. Et en fait, le sommeil, c'est le moment privilégié où enfin les exigences de la veille sont abolies. Les exigences de la pratique, du souci de faire, et aujourd'hui le faire en accéléré, la précipitation, la surcharge de choses à faire qui nous épuisent et nous sollicitent. Dans le sommeil, enfin tout ça est aboli. Donc le rêve, c'est un moment privilégié où grâce au sommeil, la conscience est libérée des exigences du monde extérieur, autrement dit, l'espace et le temps. Et qu'est-ce qui reste quand il n'y a plus d'espace et le temps ? Il y a notre vie intérieure. Donc il ne faudra pas s'étonner si on rêve de nos morts si facilement, qu'ils reviennent vivants dans nos rêves, puisque le temps n'existe pas. Donc aucun problème pour rêver de nos morts, qui sont quelque part éternels dans notre vie intérieure. Un peu comme dans le livre d'Aaron Appelfeld, le garçon qui voulait dormir, après avoir perdu ses parents pendant la Shoah, il continue à rêver, ils viennent lui parler comme s'ils étaient là, dans sa vie intérieure, dans ses rêves. Il ne faudra pas non plus s'étonner, puisque l'espace n'existe pas, que deux personnes fusionnent en une seule, où une personne se subdivise en divers personnages, une même personne. Et il ne faudra pas non plus s'étonner que des événements qu'on avait complètement oubliés ressurgissent dans nos rêves avec la fraîcheur, comme si on les avait vécus la veille, parce que l'espace et le temps, qui structurent totalement notre monde extérieur, sont entièrement et merveilleusement abolis dans le rêve. Alors justement, il y a peut-être aussi l'inconfort que l'on peut éprouver par rapport à ces récits, qu'ils soient mythologiques ou dans le rêve, est lié au fait que on n'est plus dans un régime de, comme vous le disiez, finalement, d'avoir prise sur les choses. Et donc ça, c'est propice à nous décontenancer, en fait. Oui, on n'a plus du tout pris sur les choses comme on aurait pris sur une mécanique. On sait faire, on sait démonter des voitures, écrire des mails, faire des choses de la vie courante, on sait faire, mais c'est effectivement pas ce régime d'habileté ou de choses qu'il faudrait savoir faire. Au contraire, il faudrait se laisser enfin laver le regard de toutes ces exigences pratiques pour avoir accès à cette vie intérieure. Et en fait, là où on est un peu décontenancé, c'est que le rêve, les contes, les mythes sont des miroirs, transcrivent en pensée, en images, notre vie intérieure. Alors on parlait donc du mythe en début d'émission, on vient d'évoquer la question du rêve. Donc on voit qu'il y a vraiment un lien direct entre ces deux univers. Ils sont brodés d'une sorte de même fil, on pourrait dire, et ce même fil, c'est la langue en fait dont parle Erich Fromm. Oui, c'est pour ça que ce livre est vraiment extrêmement éclairant, c'est ce langage oublié qui pour lui est universel et qui serait un devoir de réhabiliter, c'est ce qu'il appelle le langage symbolique. Et il nous introduit aux clés du langage symbolique. Donc c'est intéressant parce que c'est aussi universel, c'est pas affilié à telle ou telle religion ou telle école, c'est vraiment pour lui le langage symbolique. Contrairement à tous les autres types de langage ou tous les autres types de langues, a la particularité d'être universel. Il est valable chez tous les hommes, par-delà justement l'espace et le temps, puisque la vie intérieure n'a aucun rapport avec l'espace et le temps. Autrement dit, si on a quelques clés d'entrée dans ce langage symbolique, on est immédiatement relié aux humains les plus anciens d'il y a 30 000 ans. On est relié aux mythes babyloniens. Il écrit les mythes babyloniens, hindous, égyptiens, hébreux ou grecs, sont écrits dans la même langue que les rêves et les mythes des Ashanti ou des Turcs. Les rêves d'un homme vivant à New York ou à Paris à l'époque moderne sont les mêmes que les rêves d'un homme ayant vécu il y a des milliers d'années à Athènes ou à Jérusalem. Les rêves de l'homme de l'Antiquité ou de l'homme des temps modernes sont écrits dans la même langue que les mythes dont les auteurs vivaient à l'aurore de l'histoire. Alors c'est intéressant, parce que on voit qu'il y a forcément un contexte qui est culturel, mais au-delà de ça, il y a quand même quelque chose de commun et un même vécu et qui se traduit dans un même langage. Oui, on a donc accès à une sorte de patrimoine universel de l'humanité. On a accès, si on comprend le langage symbolique, qui est la matière, la matrice des rêves, des contes et des mythes, on a accès à nous-mêmes, mais aussi à l'autre. Et on se reconnaît comme faisant partie d'une commune humanité par-delà l'espace et le temps. Donc c'est un héritage extraordinaire qui est totalement ou pas totalement négligé aujourd'hui. Donc cette langue, elle possède, comme vous le disiez dans l'introduction, elle a sa grammaire et sa syntaxe. En fait, elle est assez précise. Et il faut la comprendre. C'est l'unique langue étrangère que chacun de nous doit apprendre, selon Erich Fromm.
Et alors là où on aurait la tentation, ça fleurit un petit peu parce que le développement personnel aujourd'hui, la tentative de trouver du sens font l'objet d'un commerce. Donc on a donc plein de dictionnaires, l'art d'interpréter ses rêves. Et le problème, c'est que c'est pas si simple. C'est que c'est pas pour un copier-coller, telle chose aurait un équivalent strict. À part, on le verra peut-être. Il serait déclinable pour tout le monde, oui. Aussi. Tout à fait. Il y a quand même une responsabilité d'interprétation personnelle parce qu'il y a quand même des éléments dans le rêve ou dans les matières du rêve qui sont éminemment personnels. Donc ça nous revient, l'interprétation, il ne suffit pas là encore, de se laisser penser par un dictionnaire, mais vraiment, ça nous invite à penser par nous-mêmes nos rêves, à les interpréter par nous-mêmes avec certains outils d'interprétation. Oui, c'est un rêve, oui, c'est un rêve, oui, c'est un doux rêve d'amour. La nuit lui prête son mystère. Il doit finir avec le jour. Goûtons sa douceur passagère. Ce n'est qu'un doux rêve d'amour. Ce n'est qu'un rêve d'amour. Ce n'est qu'un rêve d'amour. Ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'un rêve d'amour. Ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'un rêve, doux rêve d'amour. Alors après avoir entendu cet extrait d'Offenbach qui mêle ici le rêve et la mythologie, donc nos deux sujets du jour, dans La Belle Hélène, peut-être pouvons-nous maintenant voir comment fonctionne ce langage symbolique qui exprime nos rêves et qui est également présent dans les mythes. En quoi consiste-t-il ? Alors le symbole, donc on se souvient, c'est à l'origine un symbole, c'était deux tessons de porcelaine qui étaient séparés et qu'on pouvait rejoindre. Donc voilà ce que c'est un symbole. Et donc clairement, le symbole, c'est lorsque quelque chose de l'intériorité est exprimé par quelque chose de matériel, tout simplement. Donc Erich Fromm écrit « La langue symbolique est une langue dans laquelle les expériences intimes, les sentiments ou les pensées sont exprimés comme s'ils étaient des expériences ou des événements du monde extérieur. » C'est ça qui nous décontenance. Donc vraiment quelque chose de purement physique et de purement matériel à première vue, mais qui a l'art de correspondre avec une adéquation parfaite avec ce que nous ressentons, ce que nous avons vécu, de l'ordre des idées, de l'ordre des émotions, du ressenti, de l'affectivité. La langue symbolique est une langue dans laquelle nous exprimons l'expérience intérieure, comme s'il s'agissait d'une expérience extérieure. Je veux dire un événement du monde des choses qui nous touche ou nous a touchés. Donc autrement dit, si on raconte son rêve comme si on le prenait comme une séquence du monde extérieur, le monde de la veille, forcément il est farfelu. Mais dès lors qu'on rapproche l'autre tesson qui est le monde de notre vie intérieure, et qu'on sait, qu'on est au courant que ça reflète une dimension intérieure, tout de suite, immédiatement, il prend sens. De ce qu'il relève du paysage, de l'action, des objets, reflète évidemment, sont profondément signifiants pour notre vie intérieure. Donc les catégories fondamentales, ce ne sont plus l'espace et le temps, mais l'intensité et l'association. Donc il y a éminemment un rapport d'association d'idées avec le surgissement de certains objets ou certaines villes par rapport à ce qu'on a vécu et par rapport aussi à la symbolique qui peut être universelle, comme les éléments pour Erich Fromm, ce sont des symboles universels. Et l'intensité, il y a un degré, nous ressentons intensément ce qui est exprimé dans le rêve. Et il y a aussi quelque chose qui termine d'expliquer cet embarras dans lequel nous plonge la langue symbolique, c'est qu'on est quand même très démunis lorsqu'il s'agit d'exprimer notre vie intérieure. Et notre vie intérieure, même nos ressentis. Oui, on est un peu pauvre dans nos mots, dans notre expression. Tout à fait, on est virtuose et habile pour décrire ce qui relève de l'espace et du temps, la matière, les objets, et du fer, et de la mécanique, de démonter. Autant dès qu'il s'agit d'expliquer la différence, par exemple, nous dit Erich Fromm, entre le vin blanc et le vin rouge, on est démunis. Entre ce que nous ressentons, même sensoriellement, physiquement, il faut être un grand artiste pour arriver à le faire. Il y a une sorte de pauvreté, de précarité dans les mots pour exprimer ce que nous ressentons. Et donc, c'est pour ça aussi que le rêve nous paraît difficile. Alors qu'en fait, si vraiment, par exemple, on a un paysage, on rêve d'un paysage, on le décrit
De manière concrète, avec des schémas très, Tout à fait. très basiques, quoi. Et en fait, on ne peut pas arriver, même en décrivant à quelqu'un le rêve d'une scène qu'on a vécue, on ne peut pas arriver à ressentir à quel point ce paysage-là reflète à la perfection l'état d'âme dans lequel nous nous trouvions lorsque nous l'avons, par exemple, rêvé. Alors, on va dire un extrait de l'ouvrage d'Erich Fromm, et puis on en rediscute après. Alors, Erich Fromm écrit, soit par exemple un état d'âme dans lequel vous vous sentez isolé, abandonné, où le monde vous paraît teinté de grisaille, vaguement effrayant, mais il n'y a pas de danger réel. Donc, vous essayez de décrire cet état d'âme à un ami, mais impossible d'arriver à trouver des mots qui vraiment rendent compte de ce que vous ressentez. Et parfois, écrit-il, vous avez la pénible impression que rien dans vos paroles ne transcrit adéquatement les multiples nuances de votre sentiment. Et la nuit suivante, vous faites un rêve qui le reflète à la perfection. La nuit suivante, vous faites un rêve. Vous vous voyez dans les faubourgs d'une ville, juste avant l'aurore. Les rues sont vides, seule une voiture chargée de bidons de lait circule. Les maisons sont d'apparence pauvre, les environs sont inconnus de vous. Nulle possibilité pour vous de vous rendre, par les moyens de transport habituels, au lieu familier où vous vous sentez vous-même. Quand vous vous éveillez, vous vous souvenez de votre rêve. Il se produit une chose étrange. Le malaise que vous vivez dans votre rêve restituait exactement en vous l'impression d'isolement, d'abandon et de grisaille que la veille vous tentiez de décrire à votre ami. Ce fut juste un tableau que vos yeux endormis caressèrent moins d'un instant. Nonobstant, ce tableau est une esquisse plus nette, plus précise que l'essai de description que vous aviez tenté en parlant abondamment. Le tableau vision de votre rêve est le symbole de l'impression que vous avez ressentie. Alors il est intéressant de voir que l'image onirique est finalement considérée comme plus frappante, plus pertinente, plus précise qu'un discours construit, conscient pourrait produire par rapport à des événements précis, en fait. C'est assez original quand même. Oui, et on voit aussi l'étendue de la notion de vie intérieure pour Erich Fromm, qui est aussi vraiment l'état d'âme, la Stimmung en allemand, une espèce d'état atmosphérique dans lequel on baigne et qui colore notre humeur. Et on voit d'ailleurs, au sortir de certains rêves, à quel point certains rêves viennent colorer atmosphériquement l'état d'âme dans lequel nous allons vivre notre journée, comme s'ils y avaient porté leurs traces, mis leur signature. Et on constate effectivement l'indigence, la pauvreté de notre capacité à dire les nuances de notre affectivité et contre l'excellence, la virtuosité de notre langage symbolique onirique. C'est intéressant si vous parliez de Stimmung parce que en fait, on constate que les romantiques allemands ont beaucoup travaillé sur la question à la fois des mythes, ils ont été souvent des promoteurs pour remettre en avant les mythes, et d'autre part, ils ont également énormément travaillé sur les contes, en fait. Donc, c'est deux univers qui sont assez familiers à l'univers allemand, à l'univers du romantisme allemand. Oui, sans doute parce qu'ils n'étaient pas étrangers à la recherche de la vie intérieure, que la vie intérieure, c'était justement pour eux cette coloration atmosphérique, et c'est aussi ce que dira Fromm, dans la mesure où la philosophie allemande, la culture allemande, ne conçoit pas, parce qu'ils n'ont pas eu Descartes dans leur histoire, la séparation du corps et de l'âme. Donc pour eux, vraiment, le corps est un réceptacle de l'âme, une expression. Il y a une capillarité entre le corps et l'âme qui est beaucoup mieux pensée que dans la tradition française, qui fait qu'effectivement, le passage du physique, de l'expression par des matériaux, par un langage physique à la vie intérieure est beaucoup plus fluide pour nous. Tandis que nous, on a sans doute une espèce de séparation de tradition, entre guillemets, cartésienne, qui fait que c'est beaucoup plus cloisonné. Tout à fait. Mais je voudrais quand même préciser quelque chose sur cette notion de symbole. Tous les symboles ne sont pas universels. Attention, il ne s'agirait pas de dire que Erich Fromm a dit que le drapeau, la symbolique des drapeaux était universelle. Et vraiment, il distingue entre 3 types de symboles. Il y a vraiment les symboles dits conventionnels. Le drapeau, c'est le symbole conventionnel pour désigner un État ou un pays. Le mot est un symbole conventionnel pour désigner une chose. Donc ça, il n'y a pas de problème. Il distingue en revanche, et les 2 autres types de symboles sont très intéressants, le symbole accidentel et le symbole universel. Donc ce symbole accidentel est très important pour les rêves. C'est la façon dont on ne peut pas s'empêcher d'associer un fait, un événement, une musique, un état d'âme à un autre événement. Autrement dit, si on a, par exemple, écouté telle musique alors que nous étions dans tel état d'âme, nous allons associer cette musique à notre état d'âme. Si on a vécu tel événement, telle séparation, telle rupture amoureuse, par exemple, dans une ville, cette ville sera
Chargé restera de cette séparation, associé à cette séparation, et ce sera très difficile de changer de séparation. Tel aliment, par exemple, si on ne se sentait pas bien en mangeant tel aliment, mais tel aliment nous donnera la nausée à cause de notre tendance à associer. Nous passons notre temps à faire des choses neutres, des symboles accidentels. Et donc, ils sont chargés de sens. Mais ce n'est pas encore le symbole authentiquement universel. Dans ce symbole-là, dans ce type de symbole-là, qu'on le veuille ou non, il signifie quelque chose, pour tous, et pas simplement parce qu'on a vécu telle ou telle chose et pas notre voisin. Il est celui dans lequel le rapport du symbole à ce qu'il représente est vraiment essentiel, intrinsèque. Par exemple, ici, l'angoisse, cette ville déserte, avec cette lumière opaque et grise et cette absence de population, peut faire partie d'un symbole universel. Il signifie pour tous une forme d'angoisse et d'isolement. Il y a aussi un des bons candidats au symbole universel qui sont les éléments. L'eau, la terre, le feu, l'air sont des symboles universels. Autrement dit, un feu, si vous rêvez d'une forêt en feu, ça ne va signifier pour personne l'apaisement et la tranquillité. Bonne chose, oui. Si vous rêvez d'une mer démontée, que vous êtes pris dans un orage, prêt à être englouti par une vague, clairement, jamais ça ne va signifier un état d'âme tranquille, et inversement. En revanche, si vous rêvez d'un ruisseau, ça suggérera à tout cette espèce de tranquillité, de limpidité, de courant de la vie. Donc les éléments sont universels, et la façon dont les éléments se déclinent sont eux aussi universels. Donc l'eau symbolise la vie, bien sûr, mais un mode de vie plus lourd, plus lent, suggérant plus la consolation que la passion. Donc on peut vraiment décliner la précision de ces symboles universels. Universels, mais précis. Et il rappelle que cette présence du symbole, comme je le disais, n'a rien d'étonnant, parce que, selon lui, notre corps est déjà lui-même le symbole de notre âme. Par exemple, lorsqu'on rougit, notre corps devient le symbole de notre émotion intérieure. Lorsqu'on pleure, les larmes sont par excellence le symbole d'un état d'âme. Donc ça n'a rien d'étonnant, en fait, que finalement nous soyons imprégnés de ce langage universel dans lequel tout ce qui est de l'ordre de la vie intérieure est exprimé de façon matérielle. Finalement, c'est très limpide. Alors nous nous retrouverons la semaine prochaine pour la fin de ce diptyque consacré au langage des mythes, des rêves, des contes, tel qu'exposé par Erich Fromm dans son livre Le langage oublié. Nous nous quittons sur quelques notes de la comédie musicale Les Misérables avec la chanson I Dreamed a Dream. I dreamed a dream in time gone by, when hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiving. Then I was young and unafraid. The dreams were made, used, wasted. There was no ransom to be paid, no song unsung, no wine untasted. But the tigers come at night, with their voices soft as thunder, as they tear your hope apart, as they turn your dream to shame. He slept a summer by my side. He filled my days with endless wonder. He took my childhood in his stride.